Salut à tous et bienvenue sur la chaîne ValetPL Multi-TCG. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer mon tournoi One Piece. Ça fait un bail que j'ai pas fait de débrief de tournoi parce que ça faisait un bail que je n'avais pas eu l'occasion d'en faire. Là, il y avait un Win-A-Box à Toulon. Donc le concept d'un Win-A-Box, c'est tu payes 30 € ton tournoi, mais si tu gagnes, tu repars avec une display d'une valeur de 140 €. Donc évidemment, tu as intérêt de gagner, parce que sinon ton tournoi il t'a coûté un petit peu cher. Vous verrez à la fin si j'ai réussi à repartir avec les précieux boosters. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à partager dans l'espace commentaire et à dérouler la description pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Instagram personnel évidemment val_labelcart et le site labelcart.fr sur lequel vous pouvez utiliser le code ValetPL 2025 pour avoir 5% de réduction sur votre première commande. Voilà, n'hésitez pas, ça nous soutient. Merci à tous. On est parti. Comme je vous le disais, c'était un Win-A-Box. Nous étions 8, une petite communauté One Piece sur Toulon. C'était organisé par une boutique qui s'appelle le Nexus Saloon. C'était lors d'un événement, une espèce de petite convention. Et donc du coup, on payait notre entrée et le gagnant repartait avec une display EB2. Donc en plus, une bonne display, ça fait plaisir. J'ai décidé de jouer un deck Luffy. Mais quel deck Luffy? Parce qu'il y a quand même pas mal de decks Luffy actuellement qui sont bons dans le metagame. On va passer directement en zénithal. Voilà, je vous ai préparé le petit setup et on va passer à la deck tech. Et ensuite, je vous débrieferai directement ce qui s'est passé pendant les rondes. Je suis en direct sur Twitch, donc si vous voyez le petit chat qui parle à côté de moi là, c'est normal. Voilà, on laisse la parole à ceux qui sont sur Twitch, bien évidemment. N'hésitez pas à partager vous vos expériences sur One Piece Card Game si vous en avez, ça fait plaisir. Donc j'avais le choix entre deux decks. J'avais le choix entre le Monkey D. Luffy Blurple, donc bleu-violet, ou le Monkey D. Luffy, je vais le chercher celui-ci. On va l'appeler Glurple, vous l'appelez comme vous voulez, mais Green Purple. C'est deux decks que j'apprécie énormément jouer, que je trouve hyper cool. L'un est plutôt offensif, donc notamment Monkey D. Luffy Glurple. Donc l'idée c'est d'essayer d'agresser, de tempo un petit peu et de passer les points rapidement, tout en ayant quand même une synergie très portée sur le fait d'avoir beaucoup de dons et de développer énormément de dons grâce au pouvoir du héros. Et l'autre est un deck beaucoup plus ramp control qui veut écraser l'adversaire avec d'énormes cartes en fin de partie. Alors la fin de partie, oui et non, l'idée c'est de ramper pour pouvoir jouer ces cartes très rapidement, et pour tanker, de par le fait qu'on n'ait que 3 points de vie, on a 6000 de défense. Donc c'est deux decks que j'apprécie. Cela dit, comme j'ai quand même beaucoup plus joué ce deck là que ce deck là, et que ce deck là peut parfois se faire un peu cheeser, c'est-à-dire que si les adversaires jouent des decks très offensifs, de par le fait qu'on n'ait que 3 PV et que parfois eh bien, le temps que l'on rampe, on puisse être hyper sujet à des attaques hyper véloces de l'adversaire, j'ai décidé de jouer la sécurité et de partir sur le deck à la fois que je maîtrise le mieux et à la fois qui n'a pas de... Quand bien même ça c'est un meilleur deck du méta, c'est un deck qui est un peu plus polarisé, qui a des counters qui sont un peu plus nets. Et comme je ne connaissais pas l'environnement de jeu, ni le niveau des joueurs que j'allais affronter, je me suis dit, prends un deck safe, que tu sais jouer et qui n'a pas de vrai très mauvais match-up, plutôt que ce deck-là, qui dans un environnement très compétitif aurait été un bon choix, parce que ça écrase tous les très bons decks mid-range ou contrôle du format, mais par contre, ça peut vraiment se faire cheeser par des decks agressifs pas attendus, et en plus de ça, mon volume de jeu sur ce deck-là était quand même moins important que sur ce deck-là. Donc j'ai décidé de jouer Monkey D. Luffy Glurple pour ce Win-A-Box. Je vous montre rapidement à quoi ressemble le deck Blurple, histoire que vous puissiez voir un petit peu. C'est un deck qui est assez cher, c'est le deck le plus cher de One Piece Card Game, parce qu'on a beaucoup de SR, beaucoup de secrets, notamment avec les Sanji, avec les bonnes clés. Donc c'est un deck qui est assez cool quand tu le vois, quand tu le déroules, tu es assez content de jouer ce deck-là, parce que tu peux jouer plein de cartes hyper puissantes, hyper patates, avec des CCM hyper élevés. Mais ça sera pour un autre tournoi. Peut-être que le prochain tournoi One Piece que je le ferai avec justement le Luffy Blurple pour tester. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est celui-ci. Il y a Nate Judge qui me demande si j'avais déjà joué l'un des leaders sur la chaîne. Oui, j'avais déjà joué ce deck-là contre PL sur la chaîne, histoire de voir un petit peu comment ça tourne. Au niveau de la decklist, je l'ai trié, hop là, dans une petite boîte Game Genic, hein, on rappelle, sponsor de la chaîne pour l'année 2025. Magnifique petite deckbox, on en profite pour faire de la pub. Voilà. On sort le petit deck. Dans le petit deck, il y a les petits dons. Je vous montre mes dons préférés. Hein.
les petits dons Boa Hancock qui sont magnifiques. Alors, il y a deux teams, hein, à chaque fois je le rappelle en vidéo. Il y a team dépareillé et il y a team uniforme. Moi, c'est comme les Land à Magic. Il faut que ça soit uniforme. Si c'est dépareillé, ça me crispe. Donc là, on a les petits dons Boa qui sont très sympas. Ça donne un petit peu de baume au cœur à mon deck Luffy, donc ça lui apporte probablement un peu de win rate, je pense. Hop, on va le mettre sur le côté. Team uni pour Rukia, ouais, je comprends tout à fait. Au niveau de la decklist, je vais vous présenter la decklist que j'ai jouée, les différents ratios et les choix de cartes, essayer d'expliquer plus ou moins pourquoi je joue telle ou telle carte, sans rentrer non plus dans le détail hyper spécifique et pointu. L'idée de cette vidéo étant plus de vous raconter mes aventures TCG plutôt que de faire vraiment un point méta. Il y a des chaînes spécifiques pour ça sur One Piece. Alors l'idée de ce deck, c'est que l'entièreté du deck tourne autour de cette carte clé, qui est donc Sanji et Pudding. Donc ça, c'est la première carte, c'est celle qui est la plus importante, c'est celle sans quoi le deck ne fonctionne pas. Cette carte-là, elle dit que au moment où on la joue, si tu as autant de dons ou moins que ton adversaire, tu pioches une carte. Mais surtout, elle dit que lorsque 2 cartes dons repartent du board dans ton deck de dons, eh bien dans ce cas-là, tu peux déployer un don actif de ton deck de dons. Et donc en synergie avec mon leader, qui lui va faire don-2 pour dégager de dons, eh bien ça va nous permettre de compenser la perte de notre leader pour potentiellement récupérer des dons actifs. Je prends un exemple parce que c'est vraiment tout le deck qui tourne autour de ça pour que vous compreniez bien. On va dire actuellement que j'ai 7 dons sur mon board, ok? Voilà. On va dire que j'ai une Sanji et Pudding et un Luffy. On va payer 5 et on va jouer Sanji et Pudding avec mes 5 dons, ok? On va faire effet, donc je vais vous mettre mon deck de dons juste là. On va faire effet don-2 de mon Kid et Luffy. On va prendre les dons qui sont épuisés. On va les remettre dans notre deck de dons. Une fois qu'on a fait don-2, on va détaper 2 dons, ce qui va donc mécaniquement nous rendre des dons. Et effet Sanji et Pudding, on va setup un don de plus. Ce qui fait que cette carte qu'on a jouée pour 5, elle était censée épuiser toutes nos ressources disponibles, mais en synergie avec le leader, on se retrouve derrière avec 5 dons, ou pour rejouer des cartes, ou alors pour les dispatcher sur nos héros pour taper plus fort. Dans l'équation, en plus, notre leader, il a gagné plus 1000 de patates pendant notre tour et pendant le tour de l'oppo, ce qui en fait un leader très tanky, qui est difficile à aller chercher pour les adversaires. Si jamais vous cumulez des Sanji et Pudding, eh bien au moment où vous faites don-2 d'étape de don, c'est pas un don que vous remettez en phase active, mais bien 2 dons. Si vous avez une troisième Sanji et Pudding, c'est 3 dons. Donc vous l'avez compris, c'est un deck qui tourne autour du fait d'avoir Sanji et Pudding pour pouvoir dépenser beaucoup plus que le nombre de dons dans le tour que vous avez à disposition. Donc c'est à la fois un deck très agressif, mais qui va profiter d'avoir plein de dons tous les tours pour pouvoir les attacher et taper fort sur notre board. Comment on fait pour s'assurer que le deck fonctionne et être sûr d'avoir Sanji et Pudding au tour 3? Donc on commence en impair si on commence 1, 3 et 5 dons. Et au tour 3 si on est sur la draw avec 2, 4 et 6 dons. Comment on fait pour être sûr d'avoir cette carte-là sans laquelle tout le deck vraiment ne tourne pas? Eh bien, on joue 16 cartes de consistance. Oui, 16 cartes sur 50, ce qui nous permet 95% du temps d'avoir Sanji et Pudding au tour 3, parce que quand ce n'est pas le cas, c'est une catastrophe. Ça m'est arrivé sur une seule game de ne pas l'avoir au tour 3. Je crois que c'était la game notamment qu'on a record sur YouTube avec PL, mais sinon, on a tout le temps notre Sanji et Pudding, parce qu'on a 4 searchers à 1, qui permettent d'aller chercher Sanji et Pudding. 4 searchers à 4 qui permettent d'aller chercher Sanji et Pudding pour le tour 3 seulement quand on est sur la draw. Donc ça, c'est des semi-searchers parce que quand on est sur le play, pour 3 ressources, on ne peut pas les jouer. On a encore 4 searchers à 1 qui permettent d'aller chercher Sanji et Pudding. Et on a 4 piocheurs qui permettent de recycler et de voir une carte de plus du deck. Si à ça, tu rajoutes le fait que tu puisses jeter ta main pour pouvoir repiocher une main, donc un mulligan 5 complet, globalement, tu trouves toujours ta carte clé. C'est hyper important. Ceux qui n'ont jamais affronté ce deck-là, ils sont toujours étonnés. Ils disent « Mais attends, t'as toujours Sanji et Pudding tour 3 ». Et vraiment, je leur réponds « Sans ça, le deck n'existe pas. C'est fait pour. C'est normal, en fait. »
Donc voilà, ça c'est le début du deck, les 16 cartes de consistance pour tout le temps trouver Sanji et Pudding et commencer à mettre de l'agression. Ensuite, on a les cartes qui vont nous servir de finisher, ou en tout cas qui vont nous servir à développer des mathématiques. C'est les 2 Luffy Taro, qui vont pouvoir, en donne-1, développer un drop 5 ou moins depuis notre main sur le champ de bataille. Donc notamment la seconde Sanji et Pudding, parce que généralement, tour 3, on aura fait Sanji et Pudding. Tour 4, on aura fait Luffy Taro, qui joue gratuitement une deuxième Sanji et Pudding. Effet du leader, donne-2, d'étape 2, recette 2. Vous vous retrouvez à avoir 6 donnes actifs alors que vous avez joué 8000 et 7000 de patates sur le board. C'est totalement délirant de puissance. Donc ça, c'est vraiment le cœur du deck. Tout le reste maintenant, c'est des mathématiques pour taper et des cartes tech. Et un peu de défense. Mais vraiment, vous n'avez besoin que de Sanji et Pudding et votre leader pour taper votre adversaire. Puisque derrière, c'est un body 7000 pour 5. Notre leader, il tape à 6000. Il suffit juste que tu répartisses tes donnes sur ton board et tu tapes. Tout simplement. C'est pas si facile à jouer parce qu'il faut tout le temps bien séquencer, bien ordonner et faire en sorte de maximiser vos chances de trouver Sanji et Pudding, mais c'est pas non plus le deck le plus difficile du monde. Autre carte qui permet de mettre de la patate, Monkey D. Luffy, qui en donne-2 permet de donner plus de 1000 de patates à votre leader pendant votre tour et le tour de l'oppo, ce qui fait que le deck est un deck très proactif mais qui se défend très bien, parce que si jamais vous le couplez au pouvoir du leader, eh bien c'est un leader qui peut avoir 8000 de puissance pendant le tour adverse, ce qui invalide quasiment toutes ses attaques sans avoir besoin de combo défensivement avec votre main. Et ça, c'est très bien. Et enfin, un autre finisher, c'est la Secret Monkey D. Luffy. C'est mon ratio préférentiel 2-1-2. Il y a des gens qui font 3-2. Il y a des gens qui font 3-2. Il y a des gens qui font 2-0-2. Moi, j'aime bien le 2-1-2 sur les possibilités qu'a le deck de développer des mathématiques intéressantes. Ça, cette carte-là, elle nous permet d'attaquer 2 fois contre un point de vie et 2 donnes actif. Attention, ça c'est pas un donne-2, il faut vraiment jeter 2 donnes qui auraient pu servir à dépenser du mana, donc c'est quand même un certain impact, et c'est une carte rush, donc ça permet bien de finir les games. Donc vraiment, les seules cartes que vous voulez jouer dans ce deck, je vous jure, hein, c'est les searchers que je vous ai montrés, et les frappeurs. Tout le deck est tourné autour de ça, vous n'allez quasiment rien jouer d'autre. Tout ce qui est là, c'est des petites cartes tech qu'on va jouer 1 ou 2 fois parmi nos games, et le reste c'est du combo. On ne cherche qu'à faire du combo, c'est tout. Il faut vraiment comprendre qu'à One Piece, il y a une grande partie de votre deck qui n'est pas faite pour être jouée. Et ça, c'est quand tu brises un petit peu les plafonds de verre de la compréhension de comment fonctionne le jeu, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de cartes dans ton deck qui n'ont pas vocation à être jouées. Je prends l'exemple de mes combos 2000 maintenant, je vous les ai triés ensemble. Ça, c'est 8 cartes qui permettent de défendre à 2000 pour notamment protéger votre board ou protéger vos points de vie. Les scénarios où vous jouez ces cartes-là sont hyper rares. Il arrive en fin de game que vous ayez envie de jouer Usohachi, si vous avez 8 donnes ou plus pour engager un bloqueur. Et il arrive en fin de game que vous ayez envie de jouer Sanji, parce que quand vous avez 2 donnes de moins, et comme vous passez votre temps à faire donne-2 que votre adversaire, vous allez pouvoir le jouer pour 3, et vous avez un 6000 bloqueur pour 3, ce qui est hyper puissant. Mais c'est des cartes qui sont hyper situationnelles. 80% du temps, ces cartes-là servent juste à être jouées de la main pour combo 2000. Autre carte défensive, et celle-là elle est hyper importante, c'est le Gum Gum Jet Gatling. Déjà parce qu'elle a le trait Straw Hat Crew, donc elle est trouvable par tous les searchers que je vous montre ici. Donc en late game, une fois qu'on a un board établi, ce qu'on cherche à protéger c'est notre board et nos PV, donc ces cartes-là sont les cartes reines. Celle-là, ça nous permet de trash une carte de notre main pour défendre à 3000. Et trash une carte de notre main, c'est hyper important quand on a plein de cartes comme ça qui ne défendent pas. Et donc ça te permet par exemple de faire Vogue Mary into Gum Gum Giant pour pouvoir transformer entre guillemets tes 2 cartes en combo 2000 et combo 1000. Ça c'est hyper fort aussi. Autre carte défensive, et ça c'est la meilleure carte du deck, c'est ce qui permet vraiment au deck d'avoir ce côté un peu tempo de je prends le board, je te tape, je me soucie pas trop de ce que tu fais parce que de toute façon je pourrais défendre grâce notamment à Gum Gum Giant. Donne -2, tu défausses une carte, tu draw 2, tu mets plus 4000 à ton leader ou un personnage. Cette carte-là, elle est clé dans la plupart des matchs et c'est ce qui permet vraiment de sécuriser, de tirer le rideau, de plier boutique et de remporter la game vraiment au tour près. Donc très très puissant. Et là, on a donc ce restant de deck qu'on pourrait, si jamais on pouvait jouer qu'à, je te dis une connerie, à 36 cartes à One Piece, on pourrait les enlever du deck. Le deck fonctionne sans ça. On a nos combos 2000, nos défenses, nos searchers et nos agresseurs. Le deck, il tourne comme ça.
Sauf qu'il faut monter à 50. Et donc pour monter à 50, on joue ce qu'on appelle des cartes tech, des free spots, des cartes qu'on peut échanger au besoin en fonction du metagame, mais des cartes surtout qui nous permettent d'être des combos 1000 la plupart du temps pour défendre nos points de vie. Et donc là, on a 2 Roronoa Zoro qui peuvent aller attaquer des personnages sur le board de l'adversaire. Ça peut être important quand l'adversaire il a des cartes de setup, je pense comme Teach dans Doflamingo, ou alors comme des petits drop 2 qui vont pouvoir attacher des dons et tout. Bon, bah voilà, Roronoa Zoro, ça permet de pallier ces situations-là. On a ici des Franky qui nous permettent de récupérer des dons si jamais on est un peu trop en retard parce qu'on a dû faire trop de dons -2. La plupart du temps, ça reste un combo 1000 qui est chapeau de paille, donc qui se trouve sur les searchers. On a ici le petit Tony Tony Chopper. À faire attention, c'est un bloqueur, ça nous permet d'avoir des tours de tempo un peu intéressants. Mais, aussi incroyable que cela puisse paraître, cette carte-là n'est pas chapeau de paille. Il est Foxy Pirate et Animal. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas le trouver avec vos searchers et que s'il est sur le board, vous ne pouvez pas faire l'activation principale de votre leader parce que votre leader demande à ce que tout votre terrain soit équipage de chapeau de paille. Donc cette carte-là, c'est vraiment, tu la drops à la fin de ton tour quand tu as déjà fait tous tes effets et tu bloques avec pendant le tour de l'adversaire quoi qu'il advienne, même si c'est une attaque un peu nulle, pour pouvoir ensuite libérer ton terrain et pouvoir refaire tes effets. Mais c'est important d'avoir un petit bloqueur. Dans la tempo, parfois, ça te permet vraiment de gratter le petit tour supplémentaire dont tu as besoin pour finir la partie. Et enfin, autre carte tech, le démonique Aura 9 Sword Style Azura Demon 9 Flash. Plus long le titre, on a vraiment envie de crever quand on lit la carte. Mais c'est une carte qui nous permet de rester un personnage adverse pour pouvoir aller taper dedans, notamment encore une fois des personnages de setup. Ça permet de donner plus 3000 au leader, ça patate. Carte intéressante. Et enfin, dernière carte qui est aussi très situationnelle, Electrical Luna, qui nous permet d'empêcher de refresh tous les personnages qui coûtent 7 ou moins, donc notamment en mirror de deck agressif. Je pense à des decks comme Doflamingo ou peut-être des decks même comme Yamato. Bah, c'est plutôt hyper intéressant. Mais vraiment, ces cartes-là, encore une fois, je vous le dis, 80% des games, ces cartes-là, elles me servent à rien. Voilà. C'est vraiment les free spots du deck. Je pense que vous avez compris maintenant comment fonctionne ce deck-là. En tout cas, vous avez au moins une vision, peut-être pas hyper éclairée, mais vous avez compris l'ambition du deck. Je vais pouvoir passer au débrief des différentes rondes. Donc, comme je vous l'ai dit, on était 8, c'est un win-o-box. Il faut faire 3-0, c'est comme s'il y avait quart, demi-finale, finale. Et à 3-0, celui qui fait 3Z, il remporte la boîte. Premier leader que j'affronte, c'est un leader que je ne connais pas, Luffy ST21, donc qui est un des derniers starters qui est sorti en date, juste avant les starters ST23 et ST28, et donc qui est un leader assez agressif, avec 5 points de vie, donc forcément un point de vie de plus que moi, donc un point de vie de plus à aller chercher dans la tempo, ça peut être en mirror d'aggro assez déterminant, et il a la capacité d'utiliser des dons épuisés pour charger ses personnages et taper plus fort. Effectivement, comme le dit Ruka, il s'appelle Luffy tout droit. Je ne connaissais pas ce deck-là, je ne savais même pas comment il se jouait, et donc du coup j'ai vraiment du tout cook sur le moment. Sachant qu'en plus le format de One Piece c'est du BO1, t'as pas le droit à l'erreur, tu dois t'adapter non pas après side ou après la première game en ayant compris la texture du match-up, mais comprendre sur le moment ce qui se passe. C'était pas facile. Donc première game, l'idée de son deck, c'est vraiment, comme je vous le dis, d'utiliser des dons épuisés pour pouvoir les attacher sur ses différents personnages et donc taper, développer beaucoup de mathématiques. Il a notamment des cartes de setup, donc des petits drop 2 ou des petits drop 1 qui sont capables d'attacher des dons épuisés, ce qui lui permet vraiment de développer en gros toutes les cartes qu'il a envie de jouer pendant son tour, mais en plus de ça d'attacher des dons pour taper. Donc c'est rouge tout droit avec des cartes rush. La carte qui m'a pas mal servi dans le match-up, c'est notamment ce Zoro, parce que ce Zoro il est capable d'engager un personnage adverse et d'aller taper dedans le tour où il arrive en jeu, et donc ça permet de gérer les personnages de setup de l'oppo, et après grâce à ça on a engagé une course que j'ai fini par gagner, mais dans la sueur. Dans la sueur, notamment parce qu'on a plein de cartes combo défensifs, comme les Gum Gum Giant, et comme les Gum Gum Jet Gatling qui défendent tellement bien notre board et nos PV, à la différence des decks rouges qui, même s'ils ont des très très bons événements, comme Radical Beam, a souvent moins de dons pour les utiliser. Parce qu'en gros, lui, il va pouvoir générer théoriquement plus de dons par tour, mais seulement pour les attacher à ses personnages et pour attaquer. Moi, avec mon leader, je vais générer plein de dons par tour, mais j'ai le choix de les laisser up pour jouer un Gum Gum Gigant, par exemple. Et je pense que c'est ça qui fait un petit peu la différence. Voilà. J'ai pu enchaîner
les Sanji. Et quand Sanji est pas géré, je crois qu'en fin de game, j'avais 2 ou 3 Sanji sur le board, peut-être 2. Voilà, tu commences vraiment à générer beaucoup trop de dons par tour et donc du coup à générer beaucoup trop d'attaques. Cela dit, là où mon deck est censé être un deck tout droit, comme m'a dit mon adversaire à la fin, j'ai vraiment cook parce que j'ai trade son board en fait. J'avais vraiment peur qu'il attaque trop vite pour moi et que la tempo lui soit favorable. Et donc j'ai quand même vraiment pris le temps de méticuleusement démanteler son board un par un. Et une fois que j'ai eu l'avantage, que j'avais un peu plus de board que lui, là j'ai un peu tourné le coin comme on dit. Et j'ai commencé à passer sur les points de vie. Et c'est ce qui m'a donné la victoire. Sur le fil, ouais, j'en ai un peu chié contre ce Monkey D. Luffy. GG à mon adversaire qui m'a bien fait suer là-dessus. Ensuite... Deuxième leader que j'ai affronté, donc 2 joueurs à 1-0, c'est le petit leader Shanks. Alors pardonnez-moi, je l'ai mis de côté, il est là. Voilà. Donc c'est le leader Shanks qui est sorti en OP9, qui a eu un rework, mais avec le même texte, dans le starter ST23. Je crois que mon adversaire justement jouait un deck starter ST23 amélioré, c'est-à-dire qu'il n'était pas sur la base du deck Shanks compétitif, il était sur la base du starter deck, parce que j'ai reconnu des cartes inhérentes au starter, mais qui était amélioré avec quelques très bonnes SR qu'on peut jouer dans la liste finale de Shanks. Donc un deck qui n'était pas au top du compétitif, mais qui fait quand même un peu suer, parce que c'est le rouge, ça a des bonnes stats, ça joue des bons personnages. Le pouvoir de ton héros leader te taxe en fait beaucoup de dons tout au long de la partie. En gros, le pouvoir de Shanks, c'est de pouvoir dire que à chaque fois que tu attaques, une fois par tour, tu peux décider de mettre moins 1000 au personnage attaquant adverse. Et donc ça veut dire que tu n'as jamais le droit de taper avec une 5000, parce que sinon il a un combo gratuit. Il peut mettre moins 1000, ce qui fait que ton personnage tape à 4000 et ne blesse pas le Shanks, en tout cas lui demande pas de comboter une carte de sa main. Et comme tu dois tourner un peu autour de ça, tu es un peu obligé d'over-attack sur chacune de tes attaques pour éviter qu'il utilise son hero power de manière fonctionnelle. Et ça veut dire qu'en fait, sur toute une partie, si elle dure longtemps, il t'a gratté 1 don, 2 don, 3 don, 4 don, 6 don, 10 don peut-être à la fin d'une game. Et ça a l'air de rien, c'est un leader qui est hyper value, quoi. Voilà, c'est hyper value à la fin. Il faut vraiment tourner autour de ça. Ça te taxe un peu en don. Sauf que, comme moi je joue le deck qui arrive à générer 16 dons par tour et que notamment j'ai été capable, pareil, de protéger mes Sanji et Pudding, de les laisser sur le board et donc de développer plein de dons, du coup il a beau taxer 1 don par tour, si moi j'en génère 4, à la fin les mathématiques sont pas bonnes, en tout cas pas en sa faveur. Et donc j'ai réussi à l'emporter aussi contre ce deck Shanks. Pareil là, c'est effectivement cette game là où j'avais 3 Sanji et Pudding sur le board, ce qui fait que je générais vraiment des tours complètement délirants avec de base des attaques à 7000, mais en plus de ça, full don sur le board que je pouvais attacher à tous mes personnages. Je me suis retrouvé aussi dans un setup qui était hyper fort avec ce Monkey D. Luffy que tout le monde joue pas mais que je trouve vraiment intéressant, qui permettait de donner plus de 1000 de patates à mon leader qui était déjà chargé à plus 1000 avec sa capacité, ce qui fait que j'avais un leader qui tapait à 8000, qui se protégeait à 8000 pendant le tour de mon oppo, et je développais je faisais Monkey D. Luffy pour 6, des tapes 6 dons, derrière je pouvais attacher tous mes dons sur mon leader à 8000 plus mes Sanji et Pudding à 7000, vraiment en termes de mathématiques, même mon oppo était là en mode ah ouais d'accord, on joue pas au même jeu quoi. Et oui, si ce deck là tu le laisses faire et que tu gères pas les Sanji et Pudding, tu joues pas au même jeu, quoi. Donc là, je suis à 2-0, je suis en finale pour remporter la box EB2, et mon adversaire en finale, il joue Doflamingo. Et là, j'avoue que Doflamingo, ça me fait un peu suer. Doflamingo, c'est ce héros-là, c'est le meilleur leader de starter deck jamais imprimé. Donc c'est le ST18, je crois, de l'époque, qui a été nerfé. C'est un deck qui a pris son tir avec le nerf de Jinbei qui lui permet de beaucoup moins overextend. Par contre, c'est toujours un deck hyper résilient qui est capable de spam le board, en tout cas de le respam sans cesse, et qui a toujours sa power card qui génère beaucoup de don advantage dans une partie, qui est le petit Teach à 2. Et donc je suis pas hyper ravi de m'asseoir en face de Doflamingo parce que je sais qu'il va taper quasiment aussi fort que moi et qu'en termes de triche de don, c'est-à-dire générer plus de don dans un tour que ce que tu as réellement, c'est un deck qui le fait très bien.
Déjà parce qu'il joue des drop 4 pour 3, donc c'est un don gratuit tous les tours. Et parce qu'avec Teach, c'est 2 dons gratuits tous les tours, parce qu'il peut utiliser des dons épuisés pour les attacher à son leader. Donc son leader, il tape toujours à 7000, voire plus. Ce qui est plutôt pas mal quand moi mon leader quand il est buffé il est à 6000, ça me demande toujours de combo 2000, donc il outrepasse en fait naturellement la capacité de mon leader en frappant toujours à 7000 et il est capable de générer jusqu'à 2 ou 3 dons d'avantage tous les tours. Donc en fait on est un peu sur un mirror match dans la texture dans les mathématiques que ça amène. On joue une game très très serrée, mon adversaire je sens qu'il joue bien, il vient de Yu-Gi-Oh, je le comprends parce qu'il est très pointu sur les règles, les déclenchements des triggers et compagnie. Et il pilote très bien son deck. On fait une game qui est très disputée. L'avantage, c'est que Doflamingo, ça gère pas très bien le board. En tout cas, j'ai pas vu de Gum Gum Red Rock que de toute façon j'aurais pu protéger. Alors non, Gum Gum Red Rock, c'est qu'importe le CCM. Non, c'est les Jozu qui bounce des 6 ou moins. Du coup, j'avais Vogue Mary quand même pour augmenter le cost de mes Sanjay Pudding pour éviter de prendre Jozu. Mais ouais, dans tous les cas, mon adversaire m'a laissé mes Sanjay Pudding, ce qui fait que j'ai réussi à conserver mon avantage de don. Par contre, moi, j'ai vraiment pas réussi à aller chercher son petit Teach, donc j'ai dû jouer toute la partie sous le Teach Advantage, comme on dit. C'était un peu difficile. Il aurait fallu que je trouve Renoa Zoro pour pouvoir aller taper dedans de manière fonctionnelle, mais ça n'a pas été le cas. Donc on passe vraiment une game à un peu ignorer le board de l'un de l'autre. Il pose ses bodies, je pose mes bodies, on se tape, on s'attaque la main, on se défend. Et il y a un tour clutch où je fais Electrical Luna qui me permet vraiment en termes de tempo de gagner un tour complet parce qu'en fait ça dit que tous ces personnages qui coûtent 7 ou moins, et Doflamingo ça spam des bodies à 4, pas des bodies à 7, en tout cas pas à 7 ou plus, eh bien ne se refresh pas. S'il se refresh pas, ça veut dire qu'au début de son tour, il ne se dégage pas, et donc s'il ne se dégage pas, ils ne peuvent pas taper. Ce qui fait que ça me donne presque un tour supplémentaire, en tout cas un tour de repos, un tour où j'ai pas besoin d'utiliser des cartes de ma main pour pouvoir défendre mes points de vie ou des cartes de ma main pour pouvoir défendre mon board. Et ça change toute la physionomie de la game. C'est comme si j'avais 2 tours de tape alors que mon oppo n'a qu'un seul tour de tape. Et je pense que c'est le turning point de cette game qui fait qu'à la fin, j'arrive sur le fil à l'emporter à 1000 de combo près grâce à un Gum Gum gigante. En gros, j'ai un tour un peu clutch. Sur l'avant-dernier tour, bon, il y a Electrical Luna qui est passé 2 tours plus tôt, ce qui m'a permis de reprendre la tempo alors que j'étais derrière. En gros, c'est comme si j'étais repassé devant alors que mon adversaire était devant. Juste avant, derrière, on continue à s'attraper les points de vie. Et sur l'avant-dernier tour, j'ai un choix. Mon adversaire, il a 4 ou 5 cartes en main. Moi, j'ai un board de 6 pieds de long avec genre 3 Sanji et des Orochiro, donc des vrais frappeurs, quoi. Je vous montre. Tu vois, un peu un board comme ça. Donc, mon leader, plein de frappeurs. J'ai une carte qui est... Ah non, c'est le Luffy Taro, je crois. Ouais, c'est ça. Je crois que je dois avoir un board un peu comme ça. Je sais plus exactement. J'ai le Luffy qui est contraint par une carte que je connaissais pas, qui est une Boa Hancock à 6 mana, qui est 8000 et qui interdit à un Luffy d'attaquer. Donc en gros, je dois avoir 4 attaquants et mon leader. Et mon oppo, il a un truc comme 2 points de vie, je crois, et 4 cartes en main. Je dois avoir une Sanjay Pudding qui vient d'arriver, donc elle peut pas taper. Donc j'ai un board qui doit être à peu près comme ça. Et en gros, j'ai le choix de ou partir face, sachant qu'il y a de grandes chances que si je ne tue pas, je suis mort sur le comeback, parce que le board de mon oppo est trop large. Et dans ce cas-là, je pourrais pas défendre mes points de vie. Mais du coup, voilà, partir face, ça sous-entend que si avec ses 2 points de vie plus ses 4 cartes en main, il arrive à invalider mes 4 séquences d'attaque, ce qui est tout à fait possible, je compte les mathématiques, c'est hyper probable, bah dans ce cas-là, je perds cette game. Et donc je décide de faire un truc que je fais rarement avec mon Kiddy Luffy, c'est-à-dire gérer le board. Et donc je prends mes 4 attaquants et plutôt que partir sur ses points de vie, je pars sur son board. Donc j'essaye de setup mes dons au mieux pour lui faire que des attaques à 7-8 000 qui du coup lui permettent pas de défendre son board, et j'attaque donc tous ces attaquants à 5-6 000. J'essaye de contraindre son board au maximum. Il a quand même des capacités à défendre, et je passe le tour donc avec je crois qu'il a toujours 2 points de vie derrière, ou 1 point de vie je crois. Tout mon board est engagé. Je suis
un peu théoriquement dead on board parce que j'arrive pas à attraper tout son board. Il doit me rester 1 ou 0 PV, je crois. Et il a genre 2 ou 3 attaquants. Sauf que moi, en main, j'ai plein de combos 2000. Et surtout, j'ai de la défense avec mes gum-gum gigantes. Et donc, s'ensuit une phase qui est hyper clutch, quoi. Où mon oppo, il va full PV. Et je défends à fond, je défends à fond. Et sur la dernière attaque, il me fait une attaque avec sa Bangkok à 12 000 sur mon leader qui est à 6 000. Ce qui fait que je dois réussir à défendre 7 000, ce qui n'est pas évident. Et grâce à Gum Gum Giant et les cartes que j'ai en main, j'arrive à défendre à 1000 près. Je passe à 13 000. Du coup, il doit passer son tour. Et après, derrière, là, quand il passe le tour, il a vraiment toute la maxi sauce là, qui est prête à attaquer. Et c'est la fin. Mais ça a été une game qui a été hyper clutch. J'ai vraiment eu besoin de faire un tour de tempo avec Electrical Luna et un tour, ce que j'aurais jamais cru faire avec mon deck, de gestion de board où j'ai pas été dans les points de vie et vu sa main j'ai bien fait, je pense qu'il aurait défendu et où j'ai dû aller trade tout son board, une partie de son board parce qu'il a réussi à en défendre quelques-unes et derrière j'ai été sauvé sur le fil grâce à un Gum Gum gigante. C'était une game de fou et en plus on se battait pour la boîte donc il y avait un peu de tension, un peu d'enjeu, c'était très sympa. Et donc je remporte cet événement, le Winnobox 3-0 grâce à notre ami Monkey D. Luffy. Et ça fait plaisir, j'étais content. J'ai joué des games qui étaient cool. Je pense pas avoir fait trop d'erreurs, c'est quand même le plus important à la fin, c'est est-ce qu'on a fait des conneries pendant la partie ou pas. Je pense ne pas en avoir trop fait. J'ai vraiment un peu découvert ce que jouait mon premier adversaire, donc j'ai un peu cook en direct sans trop savoir exactement ce que je faisais, mais ça s'est pas trop mal passé. Par contre, pour la game contre Doflamingo, je pense que la moindre erreur, je l'aurais payé cash et j'aurais perdu cette game. Et en fait, j'ai eu les bonnes lectures de quand est-ce que je devais être le joueur réactif et quand est-ce que je devais être le joueur proactif, et vraiment réagir sur cet avant-dernier tour plutôt que d'essayer d'aller chercher les points de vie. C'est la meilleure ligne que j'ai pu prendre parce que je pense que sans ça, la boîte me passe sous le nez. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible, c'est pas vrai. Pour ceux qui connaissent pas One Piece, ça sera pas forcément clair tout ce que j'ai expliqué, mais disons que pour ceux qui connaissent One Piece, vous avez plus ou moins compris ce qui s'est passé. Pour ceux qui connaissent pas, vous avez l'énergie, vous avez le mood, vous avez l'ambiance un petit peu des games. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu... ça vous donne envie peut-être d'aller jouer en boutique à One Piece Card Game. C'est un bon jeu, j'aime beaucoup moi l'énergie, le mood des games, c'est taxant mentalement, de par le fait que tu doives tout le temps compter ton nombre de donnes, non pas pour jouer tes cartes, mais aussi pour les attacher et faire les meilleures mathématiques avec tes différents attaquants, pour proposer les meilleurs escaliers et donc éviter que ton adversaire puisse défendre au mieux. Ça, c'est, je trouve, la dynamique la plus satisfaisante et la plus intéressante de One Piece Card Game, qui à mon sens serait un jeu peut-être un peu plus banal s'il n'y avait pas cette dynamique de Dawn qui vraiment pour moi sublime l'entièreté du jeu. Et j'adore la dynamique de Dawn et ce deck là est probablement un des decks jamais créés qui en profite le mieux, vraiment. Tu fais tellement de Dawn advantage, tu peux tellement utiliser tes Dawn pour les mettre sur tes personnages et attaquer, que c'était vraiment très très cool. Et en plus de ça, j'adore ces decks One Piece où en fait tu joues avec 5-6 cartes quoi. T'as un plan de jeu, tu fais toujours la même chose, c'est hyper redondant, t'as plein de searchers, tu joues avec 5-6 cartes et tes Dawn. J'adore, voilà, j'ai vraiment l'impression de pouvoir piloter tout le temps de la même manière mon deck. Et quand tu as pas un énorme volume de jeu à mettre dans différents TCG, je trouve que c'est cool d'avoir un plan de jeu hyper identifié, avec un pool de cartes un peu restreint. Toutes les games sont hyper différentes et se ressemblent pas parce que toutes les mathématiques internes des games est hyper modulée par les Dawn. Mais par contre, voilà, le plan de jeu, c'est je veux mon Sanjay Pudding qui me génère plein de Dawn. Et après, la vraie richesse et le vrai renouvellement dans les parties, c'est comment j'utilise les Dawn que j'ai à ma disposition. Voilà, vous avez tout pour ce débrief. Merci à tous de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager dans l'espace commentaire, à me dire ce que vous pensez, vous, du format et du metagame. Si je refais d'autres tournois, je vous ferai d'autres débriefs. Probablement sur Star Wars aussi, ça arrive très bientôt, parce qu'en ce moment, je me bute bien sur le jeu. Merci à tous, prenez soin de vous, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.